Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief de la troisième partie du championnat du monde d'échecs 2021 entre le Norvégien Magnus Carlsen et son challenger russe Jan Nepomniachtchi. Pour rappel, les deux premières parties du match s'étaient terminées par une nulle, donc les deux joueurs sont à égalité avant cette troisième partie. Je vous mets tout de suite quelques photos de la journée pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà les photos que vous pouvez retrouver sur le Flickr officiel de la FIDE, Fédération Internationale des Échecs. Alors à la fin de mon débrief de la deuxième partie, j'avais posé deux questions qui vont sûrement nous servir de fil rouge pour la suite du match. Vous les avez sur l'écran. C'est Nepo réussira-t-il à surprendre Carlsen dans l'ouverture? Et Carlsen va-t-il retrouver plus de stabilité dans son jeu, ce qui n'était pas le cas dans les deux premières parties? Je laisse ces questions sur l'écran et passons sans plus tarder à l'analyse de cette troisième partie. Alors, je vous ai remis les pendules, comme ça vous pourrez voir l'évolution du temps de réflexion de chaque joueur au fur et à mesure des coups. Par contre, j'ai pas mes notes au même endroit, je les mets sur le côté sur mon écran pour les lire. Voilà, j'essaie ce niveau dispositif pour que ça soit le meilleur possible et on va voir ce que ça donne. Alors, Nepomniachtchi qui a ouvert par E4, il est resté sur son coup de la première partie, et Magnus Carlsen également est resté sur sa réponse E5. Alors il faut savoir que E5 c'est le coup préféré historiquement de Magnus Carlsen, c'est le coup avec lequel il a eu les meilleurs résultats, le coup avec lequel il est devenu champion du monde, contre Anand notamment. Et il est très très dur à aller chercher sur ce coup, et en fait il joue la symétrie, il lui dit bah vas-y essaye de venir me chercher là-dessus, et c'est difficile. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, Nepo qui reste sur la partie espagnole, pion A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1. Donc maintenant la tour protège le pion, donc attention à la menace fou prend cavalier suivi de cavalier prend pion, puisque les noirs ne pourront plus se venger sur le pion E4, donc c'est le moment qu'ils choisissent pour faire pion B5, fou en B3, petit roc, c'est exactement les mêmes coups que dans la partie numéro 1. Dans la partie 1, la différence c'est que Nepomniachtchi ici il avait joué H3, un anti-Marshall, et Carlsen avait choisi le coup cavalier A5, qui l'avait surpris, et ils avaient fait nul en 45 coups. Donc c'est l'occasion de reparler de ce grand joueur américain Frank Marshall, qui nous a laissé le Gambit Marshall, et puis toutes ses déclinaisons. Donc je vais remontrer ce que c'est le Gambit Marshall. Mais en tout cas c'est la terreur des joueurs d'espagnol, notamment les grands maîtres qui n'aiment pas trop. On pouvait se poser la question hein, si Nepo allait aller chercher. Alors je remontre, c'est sur C3. Donc le plan classique pour jouer avec D4, et bien les noirs peuvent envoyer D5. Le Gambit Marshall c'est ça, et c'est le Gambit du pion E5. Et l'idée c'est de retarder le développement des blancs, de retarder le coup des 4 et après de venir attaquer le roc qui est un peu délaissé, avec des coups comme fou D6, dame H4, etc. Donc ça a montré sa solidité au fil du temps et toujours maintenant, et donc les blancs qui veulent même pas essayer d'en entendre parler pour l'instant. Et il a pas rejoué son coup H3. Alors ça aurait été intéressant de savoir pourquoi, évidemment, on le saura peut-être dans la suite du match. Il a choisi un autre anti-Marshall, c'est pion A4. Donc pion A4 qui menace de prendre le pion, puisque c'est cloué ici, les noirs ne pourraient pas reprendre. Donc les noirs qui doivent réagir, alors il a joué fou en B7 Carlsen, donc c'est le coup, un coup tout à fait raisonnable. Le deuxième coup raisonnable ici c'est pion B4. Pion B4 qui s'est pas mal vu dans la pratique depuis plusieurs années au haut niveau. Je citerai les victoires de Nepomniachtchi avec les blancs contre Wesley So au Grand Prix de Jérusalem en 2019. Donc c'est les deux coups des noirs, il a choisi fou en B7, il y a eu pion en D3 de Nepo. A noter que si les blancs essayent C3, coup classique pour dire D5, et bien sans surprise les noirs répondent D5 dans l'esprit Gambit Marshall. Et je vous montre brièvement un extrait d'une partie rapide Savchenko-Dubov, où il y a eu A prend B, tour prend, fou prend, E prend, cavalier prend, et regardez ici, les blancs ne peuvent même pas essayer de prendre le pion avec cavalier prend, tour prend, sinon cavalier F4 attaque avec le fou sur G2. Du coup, si on veut défendre G2, il faudrait faire un coup de ce style, et on se prendrait cavalier D3, et là c'est monstrueux, cavalier qui attaque la tour, et qui enferme le fou en C1, et puis il y a fou D6 qui arrive, celui de fou H4, il y a fou C5 aussi qui traîne, il y a dame H4 qui va
enchaîner, c'est une catastrophe, les noirs sont gagnants. Donc ici par exemple, on ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Donc Dubov avait gagné cette partie en 33 coups, mais était déjà gagnant au bout de 20 coups. Il y a eu D3 de la part de Nepo, D6 de la part de Carlsen. Donc maintenant que lui protège son pion, il a l'idée de faire cavalier A5 pour attaquer le fou, et quand le fou va repartir, jouer C5 pour venir lutter pour le centre. Donc il y a une lutte pour la case D4. Ici c'est assez important de le noter. Donc dès qu'il y a cette structure de pion, il faut bien comprendre que les deux joueurs jouent pour essayer d'avancer au centre leur pion D. Voilà. Donc c'est un grand enjeu central. Celui qui arrive peut soit prendre l'avantage si c'est les blancs, ou soit plutôt égaliser si c'est les noirs. Il y a eu cavalier BD2 de la part de Nepo. À noter qu'il y a le coup KC3 qui est souvent joué ici, mais même si on l'a vu dans une partie cette année sur internet entre Maxime Bachier-Lagrave et Magnus Carlsen, il n'a pas trop la cote ce coup au niveau des grands maîtres. Il y a un autre coup qui est possible après D6, c'est fou D2 pour empêcher cavalier A5. C'est un coup qui avait été joué par Étienne Bacrot en quart de finale de la Coupe du Monde cette année contre Magnus Carlsen. Malheureusement, il avait perdu en 44 coups. Cavalier B2 choisi par Nepo, tour 8 répondu par Carlsen. Vous voyez les pendules, 1h57 pour Nepo, 1h53 pour Carlsen. Donc ils ont joué très vite, ils commencent avec 2 heures et il n'y a pas de temps qui remonte. Donc à noter qu'on pourrait aussi faire cavalier A5, très logique, on attaque le fou s'en va, on fait C5. Ça a souvent été joué, ça semble solide, mais on suppose que l'équipe de Nepomniachtchi avait préparé quelque chose là-dessus. Tour 8 choisi par Carlsen, cavalier D7 c'est une autre façon de jouer mais un peu plus bizarre et un peu moins bonne apparemment. Il y a eu cavalier F1, donc le plan classique d'espagnol, cavalier D2, cavalier F1, on va pour cavalier G3, cavalier F5, éventuellement cavalier E3 d'ailleurs pour cavalier F5. Il y a eu H6 de Carlsen, il veut pas en cas de fou F8 qui est son plan, il veut pas se prendre le clouage, ça l'agace, donc il fait d'abord H6. A noter que ici il n'y a plus que quelques parties de très haut niveau. Il n'y en a plus que 4 après le coup de Nepo avec fou D2. Il y en avait une sympa, c'est Svidler Ivanchuk avec cavalier E3. Svidler avait joué cavalier E3, fou F8, et il avait envoyé un coup ici G4 qui est objectivement suspect. D'ailleurs, elle n'était pas bien dans le coup qu'on suivit, mais suite à des grandes complications tactiques, il a réussi à gagner cette partie en 29 coups. Svidler, je vous l'ai mis dans le PGN que vous pouvez retrouver sur Europe Échec. Mais fou D2 choisi par Nepo qui empêche donc ce coup de cavalier A5. C'est une façon pas mal de l'empêcher, même si c'est pas très fréquent de manière générale de jouer ce coup, mais là c'est plutôt logique. Après fou D2, il y a eu fou F8 qui protège le pion en E5 avec la tour pour pouvoir avancer au centre comme prévu, comme espéré en tout cas. Sauf que Nepo, alors la partie Kasparov-Tkachev, ici, avait vu le coup C4. Tkachev qui a joué plusieurs parties avec cette variante avec les noirs, il a perdu contre Kasparov, il a perdu contre Grichuk, pas contre n'importe qui, et il a fait nul contre Azrian. Il y a eu cavalier E3 de la part des blancs qui empêche le coup D5. Donc, très logique, hein, vous voyez le combat pour le centre. Il y a eu cavalier E7. Alors, comme il ne peut pas faire cavalier A5 parce qu'il y a le fou en D2, il fait cavalier E7 pour libérer son pion pour venir lutter pour le centre. C4 de Nepomniachtchi. Alors pardon, c'est cavalier E7, 1h47, C4, B prend C4. Donc la partie de Tkachev c'était avec C6 plutôt que D prend C4 contre Azrian. Il y a eu cavalier prend C4, regardez la pendule des blancs, 1h46 après 15 coups. Alors, mettre un cavalier sur C4 plutôt qu'un fou, ça a deux idées. La première, très simple, c'est cavalier A5 pour agacer ce fou en B7. Coup pénible hein, à affronter, ce qui va expliquer la réponse de Carlsen. Et puis la deuxième, bah, c'est lutter contre cette poussée D5, puisqu'on met une grosse pression sur le pion E5 avec les deux cavaliers, et puis en plus avec la tour si on prend. Donc ça va être très dur pour les noirs de faire D5 prochainement. Hein. Et là, il a joué coup paradoxal, cavalier C6 pour empêcher cavalier, pour réduire les problèmes de cavalier A5, pour pas être obligé de bouger son fou en B7, ou de se le faire attraper. Donc cavalier C6. Et à la pendule, vous voyez, il a 1h45, donc ce coup faisait certainement partie de sa préparation. Alors c'est paradoxal de remettre le cavalier devant le pion, alors qu'il l'a enlevé juste avant pour libérer son pion, mais il avait un problème, hein. Il ne pouvait pas jouer ici C5, à cause d'une tactique un peu inattendue, c'est cavalier prend E5, pion prend E5,
Et ici, cavalier prend E5. Et regardez le souci sur le pion F7, on ne peut plus protéger. Il y a l'attaque avec le fou et le cavalier. Et c'est très agaçant car ça va faire 3 pions pour la pièce, plus le roi noir affaibli. Donc très embêtant cette position. Donc ça on ne peut pas faire. Et puis il ne voulait pas non plus laisser ce coup sur l'échiquier. Donc pas trop le choix, il fait cavalier C6. Les deux joueurs qui étaient préparés jusque-là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir. On a vu tour en C1 de la part de Nepo, très logique, il met la tour sur la colonne semi-ouverte. Pion A5 après 14 minutes de réflexion de la part de Carlsen, vous voyez sa pendule qui est descendue d'un coup. Le coup qui est compromettant, car on fixe le pion sur la couleur noire, et il est déjà ciblé par le cavalier et le fou, ce qui oblige ce cavalier et cette tour à protéger. Donc c'est un peu embêtant en termes de mobilité, mais il a correctement évalué qu'il valait mieux jouer ça, plutôt que de laisser le coup cavalier A5. Imaginons qu'il joue un coup comme G6 ici, c'est juste un exemple avec les défauts G7 qui est une manœuvre qu'on fait souvent, G6 pour éviter les cavaliers F5, et bien cavalier A5 très pénible, on est obligé de prendre, fou prend, donc attaque sur C7 avec le fou et la tour, on peut imaginer tour E7 qui est très solide, parce qu'on se dit ça défend C7, ça défend F7, imaginons cavalier H4 qui menace le pion, car le fou en B3 cloue ici le pion, donc imaginons que le roi protège, et là une tactique inattendue survient, c'est fou prend F7, tour prend, et dame B3, et double attaque sur la tour et le fou, et il y a un problème. Donc ici il a compris qu'il devait faire A5, et il l'a fait, et c'était bien joué. Il y a eu fou en C3, qui envisage de pousser D4. Alors attention, il ne pourrait pas le faire tout de suite, parce qu'il aurait pu en prendre cavalier prend, et ça réveillerait à la fois le fou et la tour, en plus du cavalier sur le pion A4. Donc le pion A4 serait perdu. Donc il ne peut pas le jouer tout de suite, mais il se prépare. Et de manière intéressante, Carlsen l'a laissé faire, mais il faut dire qu'il ne savait pas trop quoi jouer non plus ici avec les noirs. Peu de coups à proposer, peu de bons coups, et il a correctement évalué qu'un des grands dangers c'était cette tactique qui traîne dans la position avec fou prend et dame B3, et il s'est dit il faut que je neutralise ce fou qui est très fort, et il a joué fou C8 pour venir le neutraliser sur E6, c'était très bien vu de sa part. Par contre, Nepomuk en profite pour avancer au centre avec D4. Voilà les blancs qui ont réussi en premier à avancer sur la colonne D. Il y a eu pion prend, qui est obligé, hein, parce que là, les blancs menacent à la fois de gagner ce pion, qu'ils attaquent 4 fois, et aussi de gagner le pion A5 en chassant le défenseur, comme ça, puis après en prenant le pion. Donc les noirs doivent prendre, ils ont pris, il y a eu cavalier prend, dame prend, et fou aussi pour neutraliser. Voilà, alors, il faut comprendre que dans cette structure, c'est un avantage pour les blancs, parce qu'ils ont un pion au centre, les noirs n'en ont pas. Et le plan des noirs, tout simplement, ça va être d'avancer des 5 pour se débarrasser de cet avantage blanc, qui procure l'avantage d'espace notamment aux blancs. Donc c'est le plan des noirs. Ils sont très proches de le réussir, ici. Et Nepomuk réfléchit 30 minutes pour jouer son prochain coup, H3. Il ne savait pas trop quoi faire, ici. Alors, il faut noter qu'il ne peut pas capturer le pion A5, hein. C'était à vérifier de la part de Carlsen. Pion A5, il ne peut ni prendre avec le fou, puisqu'il y aurait élimination du défenseur, et malgré dame prend, tour prend, dame prend F7, roi bouge, il y a juste pas mat, en fait, grâce à ce cavalier qui tient la maison, et ici, on peut imaginer tour prend, ça prend 3 pions pour une pièce, mais juste ce pion va tomber, regardez, des 5 ici, c'est cloué, c'est horrible. Donc les blancs ont 0 attaque, et maintenant c'est les noirs même qui vont attaquer ce pauvre roi en G1. Donc, il a joué H3, ah oui, il faut qu'on voit aussi ce qui se passe en cas de cavalier prend, donc ça marche pas non plus, il se prend un coup intermédiaire, pion C5, ça réveille l'attaque de la dame sur le cavalier, donc la dame doit venir protéger par là, et là tout simplement il prend un B3, cavalier doit reprendre, il peut gagner le pion E4, et derrière il va gagner le pion A4, il aura gagné un pion. Pas possible d'encaisser ce pion sur A5, le plus prometteur c'était dame D3 ici, selon les analyses, mais il y avait une ligne critique, c'était que les noirs font quand même le thématique D5, ils se font éliminer le défenseur du pion, ils reprennent, les blancs gagnent le pion, mais les noirs font fou F5, gagnent un tempo sur la dame s'en va, fou B4, et regardez cette belle paire de fous des noirs qui leur assure une bonne compensation pour le pion. Donc, pas vraiment non plus l'espoir d'avantage, c'est un avantage symbolique ici pour les blancs, mais concrètement ça va être dur. Donc il a joué H3, il s'est résigné à laisser le coup D5, coup D5 qui aurait été complètement jouable par Carlsen, il a préféré jouer pion C6, après une assez longue réflexion, vous avez vu sa pendule ici, qui est passée de 1h23 à 1h06. Fou en C2,
Et finalement, il joue la poussée qui risque d'égaliser, si ce n'est la partie, au moins le centre. Ici, les blancs qui veulent pas prendre le D5, sinon il se passe plus rien. Donc il tente de pousser, il attaque. Et là, c'est correctement préparé de la part de Carlsen qu'il fallait prendre en C4 et non pas bouger le cavalier. Parce que le cavalier débarque sur D6, il faut l'éliminer. Et après, ça ouvre la diagonale pour le fou en C3. Regardez les deux diagonales ici. C'est hyper dangereux cette position pour le noir. En fait, c'est tellement dangereux que c'est quasiment perdant. Donc sur E5, il bouge pas son cavalier. Il prend le cavalier en C4. Les blancs échangent les dames, ils auraient aussi pu prendre sur F6, mais ça ne changeait pas grand chose. Dame prend D8, tour prend D8, il prend sur F6 maintenant. Et là, dernier coup précis de Carlsen pour égaliser. Il va échanger ce fou en profitant du clouage. Ce fou qui mettait une pression désagréable sur la diagonale, un peu désagréable, hein, c'était pas incroyable. Mais voilà, ce coup qui va le faire égaliser. Donc il y a eu pion prend, fou prend, pion prend, roi prend. La dernière position qui mérite qu'on s'y attarde un peu, c'est celle-ci. Puisque, regardez la structure des noirs, c'est deux pions doublés, isolés, plus un isolé sur l'aile dame. Eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs qui craindraient cette structure, qui la trouveraient extrêmement moche, extrêmement fragile. Eh bien, c'est très intéressant. Voilà, on peut apprendre aussi avec les championnats du monde, avec les champions du monde. Plein de choses. Et bien ici je vous propose deux questions pour savoir si ça c'est jouable ou pas, parce que c'est vrai que c'est très moche, mais il y a des situations où c'est complètement jouable. Et bien je vous propose deux questions. La première, c'est comment les blancs peuvent-ils attaquer les pions noirs? C'est pas très facile de trouver des réponses à cette première question. On peut penser à fou E4, mais il y aurait fou D5 qui est hyper solide. Et en cas de fou prend, on dédouble, et la finale avec les 4 tours est vraiment égale. La deuxième question à vous poser, c'est les noirs ont-ils des compensations pour ça? Le pion C4 déjà, il donne de l'espace aux noirs, il gêne le fou ici, et puis ils ont du petit tour D2 qui traîne, ils ont du tour B8, tour B2 qui traîne aussi, donc voilà, compensation aussi de ce côté-là pour les noirs. Donc conclusion, c'est symboliquement mieux pour les blancs cette position, mais en vérité c'est égal. Voilà, puis après il ne s'est pas passé grand chose, il y a eu roi F1, tour à B8 prend la colonne, il faut neutraliser la tour sur la colonne, le roi vient, échange des tours, la deuxième tour menace de rentrer, il faut la neutraliser elle aussi, échange, et on tombe dans cette finale de fou de même couleur, où il se passe honnêtement pas grand chose. Il y a vraiment des minuscules trucs à vérifier, et puis en fait il y a un problème aussi pour les blancs, c'est que les noirs ils peuvent jouer ça très vite et s'en prendre au pion A4 qui est fixé pour le coup sur la mauvaise couleur, et il y a aussi un très beau roi côté noir, donc il n'a pas eu de problème. Je vous montre vite fait les derniers coups, il se passe vraiment rien, voilà, et les joueurs ont récupéré 1 heure au 40e coup et ils ont fait nul en répétant les coups comme ça. Voilà pour cette analyse. Ça va aller beaucoup plus vite que ma première version, c'est quasiment 2 fois plus longue. Donc je vous mets les moments clés de cette partie. A noter que les deux joueurs ont joué à plus de 99% de précision aujourd'hui, même 99,5 quasiment pour Carlsen, donc quasiment partie parfaite de son côté. Moments clés sur l'écran, si vous voulez les lire, je vous invite à mettre la pause car je vais les enlever. Voilà, donc maintenant c'est temps d'enlever les pendules et de remplacer par le score 1,5 à 1,5, le score du match. Je vous le mets en haut, et c'est temps pour nous de débriefer cette journée et de se projeter sur la prochaine partie. Alors, conclusion de cette journée. Très bonne journée pour Magnus Carlsen, une partie typique de championnat du monde où les deux joueurs se sont très bien préparés et où les noirs réussissent à neutraliser les blancs. J'avais prévenu que ça pouvait arriver. Alors, un point sur les préparations. Nepomniachtchi n'a toujours pas réussi à surprendre Carlsen. Est-ce qu'il va continuer avec la partie espagnole? Il faut bien savoir que Magnus Carlsen est l'un des meilleurs joueurs de partie espagnole avec les noirs de l'histoire des échecs. Il l'a énormément montré depuis 10 ans. C'est avec ça qu'il est devenu champion du monde contre Anand notamment. Et c'est hyper dur de le battre déjà en général, mais encore plus finalement sur la partie espagnole. Donc, est-ce que, paradoxalement, je pose la question, hein, ce serait pas avec les noirs que Nepomniachtchi pourrait avoir des chances de gain dans ce match, en contre, quand Carlsen va prendre des risques avec les blancs? Ça peut paraître paradoxal de dire ça, c'est encore tôt pour le prétendre, il faudra attendre les prochains jours pour savoir ce qu'il en est, car il y a seulement 3 parties qui ont été jouées sur les 14 prévues, mais je me pose d'ores et déjà la question, quand on voit les 2 parties que Nepo a joué avec les blancs, on peut se la poser je pense. Point forme, Carlsen a rassuré aujourd'hui, même si il faut bien dire que la partie se prêtait difficilement à des aveuglements tactiques. Là encore, étant donné ce qu'il a montré sur les 2 premières parties, qui n'était pas très rassurant pour lui,
On en saura plus dans les prochaines. Peut-être que cette troisième partie va lui redonner un peu de confiance et lui enlever un peu de stress. On verra. Allez, on se projette sur la quatrième partie. Je vais tout de suite mettre partie numéro 4. Alors, à quoi on peut s'attendre pour cette quatrième partie qui aura lieu mardi après la journée de repos de lundi. Magnus Carlsen aura les blancs. Si on se base sur la deuxième partie, il essaiera de mettre une grosse pression sur Nepo, quitte à prendre lui-même des risques. Le Norvégien a fait une blague à ce sujet dans la conférence de presse, mais honnêtement, je pense qu'il en a un peu marre de ne plus avoir gagné une partie lente de championnat du monde depuis 5 ans. C'était en 2016 contre Karjakin. On peut s'attendre à une belle empoignade mardi, même si évidemment le risque d'une neutralisation existe toujours quand le titre suprême est en jeu. Alors les deux questions que j'ai envie de poser pour la partie numéro 4 de mardi, je vous les mets sur l'écran. Hop. Donc la première c'est, est-ce qu'on va avoir une nouvelle catalane? Et la deuxième c'est, est-ce qu'on va avoir une nouvelle empoignade? Celle de la deuxième partie était fantastique. J'aimerais bien qu'on en ait une ressemblante dans l'esprit en tout cas. Voilà pour ce débrief. Attention, lundi c'est la journée de repos. La quatrième partie aura lieu mardi à partir de 13h30. C'est à suivre en direct sur le site Europe Échec via interface de retransmission et l'article dédié. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande le streaming officiel de la FIDE avec Anand et Anna Muzitchuk. C'est sobre, j'aime bien. J'aime bien suivre ce streaming. Même si je jette un peu un coup d'œil à tous ceux qui existent. Merci de votre attention et je vous dis à mardi pour le débrief de la quatrième partie. Ciao!